on va continuer notre séminaire relatif au contrat et on va aborder maintenant un contrat particulier qui est la garantie d'actifs et de passifs. Alors, deux choses. Lorsque on a une société, il y a deux hypothèses. Soit elle va céder son fonds de commerce. Son fonds de commerce, c'est son actif. Et dans ce cas-là, la structure juridique demeure et c'est tout son actif qui est cédé. L'intérêt d'une cession de fonds de commerce, c'est qu'en principe, je vais dire en principe, pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a des tempéraments. On cède que l'actif d'une société. Donc quelqu'un qui va acquérir le fonds de commerce d'une société, si j'achetais par exemple Airbus et que j'achète le fonds de commerce, je rachèterai que l'actif et pas le passif. Sur les fonds de commerce, il y a deux lois qui organisent, qui sont vieilles, qui remontent à 1909 et 1935, qui organisent les modalités pour que la cession de fonds du fonds de commerce puisse s'opérer. Et principalement, je dois faire un acte, et dans cet acte, j'ai un certain nombre d'obligations, qui est de rappeler, l'origine du fonds de commerce, d'abord de dire la nature, qu'est-ce que je vends, est-ce que je vends la totalité du fonds de commerce ou juste une branche d'activité. Je dois après décrire les éléments corporels du fonds de commerce et les éléments incorporels. Dans les éléments corporels, vous avez bien évidemment le matériel. Le stock, je le mets à part parce que le stock ne fait pas partie, on verra pour la ventilation du prix, c'est un élément différent. Mais essentiellement le matériel. Et dans les éléments incorporels, vous avez la dénomination, le fichier client, les éventuels dépôts de marque à l'INPI et le bail commercial si la société n'est pas propriétaire de ses locaux. Le bail étant un des éléments déterminants de l'existence d'un fonds de commerce. On va donc acquérir, alors après dans mon acte je dois mettre un certain nombre de mentions obligatoires, rappeler l'origine de propriété, est-ce que c'est une création, est-ce qu'on l'a acquis, si on l'a acquis, comment, avec la date. Dans la ventilation du prix, je dois dire le prix que je mets pour l'élément corporel, pour les éléments incorporels, et je dois lever un état des inscriptions pour dire si éventuellement il y a des créanciers privilégiés. Je vais assez vite sur le fonds de commerce puisque, en fait, je vous fais ça par opposition à ce que l'on va voir après, qui est la cession d'actions. Et je dois donc, j'en étais à ventiler le prix entre éléments corporels et incorporels et dire en plus quel est le prix du stock. J'ai des mentions obligatoires telles que rappeler les 3 dernières années de chiffre d'affaires et les 3 derniers de résultats et le chiffre d'affaires réalisé depuis la dernière clôture des comptes jusqu'au jour de la cession. Je dois le cas échéant organiser un séquestre. Pourquoi? Parce que au moment d'une cession du fonds de commerce, je ne cède que les actifs, mais les créanciers ont des droits. C'est le droit de faire opposition ou surenchère. Et on conserve ces sommes jusqu'à ce que tous les délais d'opposition, et je pense notamment en matière fiscale et URSSAF, soient passés. Et le délai est plus long que les 10 jours prévus par la loi, puisqu'il y a des privilèges spéciaux. Mais j'allais dire, la cession d'un fonds de commerce est relativement encadrée. Et si on respecte normalement les dispositions légales et qu'on fait un acte correct, on n'a pas de risque pour l'acquéreur. Il achète bien un actif. Il est obligé de reprendre le personnel, c'est prévu par les dispositions légales. Il ne risque pas de prendre de dette, mais ça c'est de la théorie. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, si vous achetez un fonds de commerce, je dis n'importe quoi, Airbus c'est pas tellement adapté, mais un fonds de commerce de fabrication d'un sous-traitant de Airbus qui fournit des relais électriques. Airbus, si vous avez acquis le fonds de commerce, donc uniquement de l'actif, et vous allez vous retrouver 6 mois après avoir créé votre société et être devenu propriétaire, votre client principal, qui est Airbus, qui vous dit, dites donc, les relais électriques viennent de chez vous. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas, enfin, c'est moi sans être chez moi. J'ai repris l'actif de la société, mais ces relais vous ont été fournis il y a 1 an par l'ancienne société. Je ne suis pas tenu de les garantir. Vous comprenez bien qu'un acheteur aussi important qu'Airbus va pouvoir expliquer à l'acquéreur du fonds de commerce qu'il doit trouver une solution ou un geste commercial important, parce que si les produits sont défectueux, même si légalement il n'est pas tenu de les garantir, il y a un gros problème qui est que sinon on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Et donc, même si je vous dis, si j'achète un fonds de commerce, je n'achète que de l'actif, il y a toujours un peu de partie, un risque limité, plus limité, de passif que l'on doit reprendre à sa charge
volontairement. Pas légalement. Légalement, on est tenu de rien. Le problème, c'est que si vous achetez un fonds de commerce, vous changez de structure juridique. Ce n'est pas la même société. Si vous changez de structure juridique, vous pouvez avoir des agréments qui vont tomber. Il va falloir refaire des dossiers pour être de nouveau agréé par Airbus, puisque vous, lorsque une société est agréée comme fournisseur, j'imagine qu'elle est passée, elle a présenté ses produits, ça a pris un certain délai, et donc on a intérêt à se dire, j'ai pas forcément envie que la société dont je vais reprendre le contrôle, ça soit une société totalement neuve vis-à-vis de ses anciens clients. Dans plein de cas, c'est pas gênant, mais dans un certain nombre de cas, ça peut être gênant. Et on préfère assurer une continuité. Donc on va reprendre les actions de la société et plus le fonds de commerce. Autrement dit, on reprend la structure juridique. On prend le contrôle de la société. Si vous prenez le contrôle de 100% d'une société, je vous l'ai dit, l'acte de cession, alors si c'est un ordre de mouvement pour une société anonyme, si c'est un acte de cession de part pour une SARL, on ne va pas faire toutes les sociétés, je veux dire, quand j'acquiers des titres sociaux, la seule garantie que j'ai, c'est l'existence matérielle de ces titres, mais absolument pas la valeur qu'ils recouvrent. Je dis souvent, il faut que je vous rappelle qu'il n'y a pas de théorie générale de la lésion. Si j'achète quelque chose 100 et je m'aperçois que ça vaut 50, ou au contraire si je l'achète 100 et que ça vaut 1000, on ne va pas pouvoir me sortir, le vendeur ne va pas pouvoir me dire, dis donc, je ne vous ai pas vendu assez cher, ça valait beaucoup plus cher. Et inversement, si ça ne vaut pas grand-chose, je ne peux pas me retourner contre le vendeur, sauf les cas habituels du droit des contrats, le dol et tout ça. On a donc acheté uniquement la valeur matérielle de titres. Pardon, les titres, l'existence matérielle des titres et pas leur valeur. Quand j'achète des actions, à la différence du fonds de commerce, je reprends donc l'actif et le passif. Et l'objet de la garantie d'actifs et de passifs que l'on va étudier là, qu'on va parcourir rapidement, c'est justement de donner une garantie à l'acquéreur que ce que l'on achète existe vraiment et a une certaine valeur. La garantie d'actifs et de passifs, elle peut exister sous deux formes. Soit c'est une lettre qui est faite. Alors, quand est-ce qu'elle est établie? Elle n'est pas établie avant la cession, elle est négociée avant la cession. On prépare, mais elle est signée concomitamment à la signature des ordres de mouvement ou des actes de cession de part. Au même moment, il nous cède le contrôle de la société, il va signer une garantie d'actifs et de passifs. Cette garantie d'actifs et de passifs, comment va-t-elle se présenter et qu'est-ce qu'on doit chercher dedans? On doit regarder d'abord qui la consent. Ceux qui vont la consentir, ce sont les anciens actionnaires. Ces anciens actionnaires, s'ils sont nombreux, il peut y avoir des tout petits porteurs et des grands porteurs. Souvent, les petits porteurs vont dire « Attendez, moi j'ai 0,1%, j'ai pas envie de signer ». La garantie d'actifs et de passifs de ceux-là, sauf s'ils sont particulièrement solvables et qu'on fait une garantie d'actifs et de passifs solidaire, n'a peu d'importance. Il va falloir surtout, l'idéal, ça serait que tous la consentent, mais si on n'arrive pas à ce que tous nous donnent ces garanties d'actifs et de passifs, on va se concentrer sur les gens les plus solvables et qui avaient évidemment le plus d'actions dans la société. Et il faut qu'on arrive à couvrir le maximum de cédants, en sachant que l'engagement qu'ils vont prendre, eux, il est pour une somme déterminée, ou pour la totalité du passif, intégralement. Ils se débrouillent après entre eux. Et l'idéal, s'ils sont plusieurs, c'est qu'ils soient tenus solidairement. Je vous rappelle ce que veut dire solidairement. Solidairement, ça veut dire que je demande à l'un de payer, il paye pour la totalité de la somme qu'il me doit, quitte à se retourner, il se retourne après contre les autres co-débiteurs pour leur demander que chacun paye la partie qu'il doit. Donc, la garantie d'actifs et de passifs, c'est quelque chose de très simple. Il va falloir que la personne qui me cède ses actions me garantisse, un, que l'actif que j'achète existe vraiment, qu'il représente bien la valeur qui figure dans les comptes, on va voir après un peu en détail. Deux, que le passif qu'il me donne, il me révèle la totalité du passif, on va voir ce qu'il y a dedans. Trois, c'est le plan de la garantie d'actifs et de passifs, comment je la mets en œuvre,
on va voir. Beaucoup de garanties d'actifs et de passifs, on les fait sauter sur les délais de mise en œuvre. Vous ne l'avez pas notifié dans les délais, vous ne l'avez pas mise en œuvre correctement. Et donc, comment on la met en œuvre? Et le cas échéant, pas le cas échéant, et savoir exactement qu'est-ce qui est garanti, quel montant, comment ça joue.